Bienvenue à tous dans le ZCL de ce lundi 16, 15. Jessie, 15, oui, 15 février. Bonjour Jessie. Bonjour Danick, ça Oui. va? Ça s'est bien passé en mer? Oui, très bien. Très bien, d'accord. En tout cas, bienvenue à bord. On peut parler comme ça. On est avec vous au moins jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de chlordécone, puisque vous savez, il y a 10 ans, une action en justice était menée sur cette affaire, chlordécone, qui, comme vous le savez, est interdit depuis 1975. 10 ans après, où en sommes-nous? Eh bien, la réponse tout à l'heure avec M. Guy Equinox, qui est membre de l'opposition à la mairie de Pointe-à-Pitre, mais aussi membre de Caraïbes Écologie. Ce sera intéressant de savoir le point de vue, d'autant plus qu'il prépare une conférence débat qui aura lieu demain à Pointe-à-Pitre. Sinon, avec vous, Jessie, on déroule les titres de l'actu. Et aujourd'hui, Danick, donc quel est le bilan 2015 du port Caraïbes-Guadeloupe? C'est pour répondre à cette question que le port maritime organisait ce matin une conférence de presse à Pointe-à-Pitre. L'année a été riche en événements avec de très forts trafics de marchandises. L'année 2016 devrait être similaire. Les loueurs de gîtes et hôteliers de la commune du Gosier dénoncent une taxation incohérente par rapport à leur activité. La municipalité impose une taxe de séjour au forfait au lieu d'une taxe au réel. Nous avons recueilli les propos de Nicolas Vion, président du groupement hôtelier et touristique guadeloupéen. Et aujourd'hui se termine donc la deuxième édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Ce salon initié en février 2015 par Babette Desrosières est une manifestation qui permet donc de valoriser les richesses culinaires de nos régions ultramarines. Cette année, le salon qui se déroulait sur 4 jours au Paris Event Center a eu un vif succès. Reportage tout à l'heure avec notre correspondant sur place. Maurice, c'est son nom. Voilà. Bien, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec Guy Equinox, notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais tout à l'heure, 10 ans après, on n'avance pas dans ce dossier du chlordécone? Non, on n'avance pas, puisque comme vous venez de le dire, ça fait 10 ans. Le 23 février en 2016 va donner 10 ans que Caraïbes Écologie Les Verts, l'UPC, l'UPG et puis l'URC se sont lancés dans une bataille. Et une vraie bataille. Une bataille pour protéger la population guadeloupéenne. Puisque, que se passait-il à l'époque? Il faut savoir en 2 mots. Les producteurs de bananes se plaignaient de la présence d'un virus nuisible. On a tout de suite pensé au chlordécone. Mais cependant, ce même chlordécone était déjà interdit en 1976 aux États-Unis et était interdit aussi en 1990 en France métropolitaine. Alors que voilà, devant la persistance de certains producteurs capitalistes qui ont pensé que c'est ce produit qui allait protéger l'économie guadeloupéenne, qui allait protéger, je dirais même, la santé guadeloupéenne. Et malheureusement, la France, par son statut de protection et de protéger ses enfants, n'a pas jugé utile de mener les bonnes recherches au bon moment afin de savoir que ce chlordécone est si pâté bon en 93, en 90 pour la France, pourquoi on a encore autorisé et renouvelé cette dérogation jusqu'en 1993 en Guadeloupe. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir quels sont tous les problèmes que cela cause à la santé des Guadeloupéens. Alors, et c'est pour cette raison donc qu'une plainte a été posée. Je me souviens avoir plusieurs fois déjà eu à recevoir Harry Durimel et on a le sentiment quand même que cette plainte-là n'avance pas, que les choses stagnent, un peu comme s'il y aurait un blocage quelque part. On peut penser cela. Mais vous savez, avec la détermination d'Harry Durimel, de Caraïbes Écologie Les Verts, de SOS Environnement, de l'UPG et des autres associations qui se battent à nos côtés, eh bien, on peut dire, et je peux vous garantir ce soir ce plateau, comme d'autres l'ont fait précédemment avant moi, eh bien, le combat n'est pas fini puisque nous irons jusqu'au bout, puisque nous voulons savoir la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Alors, des experts ont été nommés. Il s'agit de messieurs Multinier et Narbonne, qui ont conclu que le gouvernement savait, dès le départ, que c'était un produit dangereux pour la population. Eh bien, malgré ce constat, comme vous dites, les choses ont tendance à traîner. Mais pour me répéter, le combat continue. Et puis, nous avons été jusqu'à solliciter une pétition européenne qui, d'ailleurs,
a confirmé qu'il faut renouveler les recherches et il faut poursuivre notre action. Et à ce jour, on peut vous dire que nous sommes vigilants sur cette action que nous comptons mener. Alors, quels sont les coupables de cette crise du chlordécone? Alors, les coupables sont simples. Je pense qu'ils sont désignés, ils se connaissent, ils se reconnaissent. Et puis la population guadeloupéenne sait très bien que ce sont les vendeurs de ce produit qui sont les premiers coupables. Et puis, ils ont obtenu une dérogation par des ministres. Alors, nous demandons que ces coupables soient punis. Alors, dans une plainte, malheureusement, on a été débouté puisque le juge a jugé qu'il ne fallait pas punir les ministres en question ni les vendeurs. Mais on les a identifiés réellement? Ils sont identifiables. Ils sont identifiables puisque on sait, on connaît l'année, on connaît la période, on connaît le gouvernement de l'époque, on connaît les sociétés qui vendaient ces produits. Donc ils sont facilement identifiables. D'accord. Ici. Est-ce que les procédures juridiques ne sont pas bloquées par la période de péremption? Non, il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription puisque je viens de vous dire qu'il y a une pétition européenne qui nous donne raison dans notre démarche puisqu'elle poursuit la démarche, c'est-à-dire cette pétition européenne par ces motifs, déclare que la présence de notre démarche est fondée, d'interpeller l'État français sur la qualité des eaux en Guadeloupe et en Martinique, de vérifier la pertinence des mesures mises en place pour mettre fin à la crise sanitaire provoquée par l'utilisation du chlordécone, d'exiger le respect de l'obligation de traçabilité des denrées alimentaires vendues en Guadeloupe et en Martinique, d'exiger de l'État français qu'il établisse une cartographie sincère de la contamination des sols des régions ultra-périphériques de Guadeloupe et Martinique, de veiller à ce que les taux anormalement élevés de cancer de la prostate et d'ailleurs maladies provoquées par l'exposition au chlordécone soient effectivement prises en considération. Donc voilà, le combat n'est pas fini et nous irons jusqu'au bout. Et par rapport à tous les points évoqués, quelle est la situation actuelle? Est-ce qu'on avance justement sur la traçabilité des aliments, sur la dépollution des terres? Oui, on avance. On avance, ça ne va pas vite. On avance à petits pas, mais on y arrive. On y arrive. Alors, de plus, nous avons passé une deuxième phase, puisque vous avez remarqué depuis quelque temps, la population guadeloupéenne est victime d'un certain nombre de maladies qu'on n'a pas connu dans le temps. Et puis, les cancers se multiplient, les patients atteints de toute espèce de maladies, l'arthrose se développe, l'hypertension se développe, et certains spécialistes pensent qu'il y a une liaison réelle. Qu'il y aurait une raison réelle. Ouais. Donc, quand vous êtes malade, la première chose que vous faites, vous allez chez le médecin, vous interpellez le médecin qui, lui, à son tour, s'interroge. Et le médecin, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, on va faire des recherches, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le sang, est-ce que le PSA est bon, est-ce que le taux du sucre est bon, est-ce qu'il vérifie. Mais à ce jour, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'on a dans le sang au sujet de ce chlordécone, puisque l'INSERM dit, dans ses recherches, que 88 à 90% des Guadeloupéens possèdent le chlordécone dans le sang. Au jour d'aujourd'hui... Même les Guadeloupéens qui ne sont pas dans les zones, à risque, ou les zones où on a utilisé abondamment cette substance? Votre question est tout à fait judicieuse. C'est l'occasion de le savoir, puisqu'on ne sait pas qui l'a ou qui ne l'a pas. Alors maintenant, c'est pour ça que vendredi soir, nous tenons à débattre sur ce sujet ô combien important. Vendredi soir à 18h30 à Réminé-Souta, pour dire à l'ensemble des Guadeloupéens, on a le droit de savoir qu'est-ce que nous avons dans le sang. Notre corps nous appartient, on est seul maître et juge. Parce que jusqu'à maintenant, les médecins n'ont pas l'autorisation de faire des recherches pour nous infirmer ou confirmer si nous avons... Donc si je comprends bien, M. Guinox, il faut attendre
le verdict du tribunal pour avoir cette autorisation de faire des recherches appropriées. C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, pour le moment, on nous dit que les recherches du chlordécone dans le sang sont réservées à la recherche. D'accord. Et que tout individu que vous êtes ou que je suis, nous n'avons pas le droit de demander à notre médecin traitant de savoir véritablement qu'est-ce que nous avons dans le sang au sujet du chlordécone. Est-ce que vous pouvez rappeler les conséquences du chlordécone donc, sur la santé de l'homme? Eh bien, les conséquences sont énormes selon les scientifiques. Ça favorise, c'est un terrain favorable pour l'hypertension, pour le diabète, pour le cancer de la prostate et d'autres maladies qui se multiplient. Alors, aujourd'hui, 10 ans après, comment vous allez relancer l'affaire? Parce qu'il y a cette conférence que vous faites pour sensibiliser un maximum de personnes à cette question. On sait qu'il y a eu des actions au niveau préfectoral, il y a eu des réunions où on conseillait de ne pas manger tel ou tel tubercule, etc., etc. Ça, c'est le côté alimentaire. Mais sur le côté juridique, on va venir sur le côté alimentaire, mais sur le côté juridique, qu'est-ce qui va relancer la machine? Comment vous pensez relancer la machine judiciaire? Mais c'est simple, c'est ce soir. Ce soir, avec l'accord de l'ensemble des Guadeloupéens. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons fait avec SOS Environnement, nous avons fait avec Caraïbes Écologie Les Verts, nous avons fait avec l'UPC, nous avons fait avec l'UCR. Maintenant, nous voulons associer l'ensemble des Guadeloupéens à notre démarche pour leur dire dans quelle direction nous comptons aller. Et eux aussi, parce que ce sont les premiers concernés, ils ont leur mot à dire, c'est eux qui vont nous dire, nous voulons avec vous, aller dans telle direction, puisque nous avons initié le combat. Maintenant, il appartient aux Guadeloupéens d'être avec nous pour nous dire dans quelle direction eux aussi. Alors, c'est en ce sens que vous faites circuler une pétition, chlordécone, le droit de savoir. Oui. Alors, si j'imagine qu'à la fin de la conférence, vous allez diffuser ce document, mais est-ce qu'il est en ligne, il va être en ligne? Comment un Guadeloupéen qui nous regarde là aujourd'hui peut s'associer à cette mobilisation que vous préconisez? Eh bien, cette mobilisation existe et depuis la semaine dernière, nous avons samedi dernier proposé à l'ensemble des pointois, dans un premier temps, de satisfaire à cette demande. Et à l'occasion également du débat que nous animons demain soir à 18h30 à Rimini-Nessuta, nous inviterons l'ensemble des participants à s'inscrire et à participer à cette action. Et puis également sur tous les réseaux sociaux, effectivement, nous proposons à l'ensemble de la population de pouvoir s'intéresser, de participer à son devenir. Alors, on a parlé de la partie juridique. Je voulais savoir politiquement comment elle est gérée la problématique du chlordécone en Guadeloupe. Politiquement, soyez plus clair. Oui, au niveau des lois, est-ce que vous sentez que les politiques sont mobilisés justement pour faire avancer cette affaire, en tout cas? Et je vais même compléter ce que dit ma consoeur, c'est que jusqu'ici, on a vu beaucoup Harry Durimel, comme on dit, il a mouillé son maillot, mais les autres politiques, je parlais la région, le conseil, les communautés d'agglo, où il y a aussi des élus, Kayoka dit. J'avais bien compris votre question. et Danick l'a complété, c'est ce que j'attendais. Et comme vous venez de le dire, Harry Durimel a été le seul à prendre en charge ce combat difficile. Et depuis quelque temps, quelques associations ont adhéré. Mais d'ailleurs, c'est le silence radio total quand il s'agit des autres responsables politiques qui, pour l'heure, estiment que ce n'est pas leur combat, alors que c'est un combat qui intéresse tous les Guadeloupéens. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. J'étais dans une réunion quelque part. Au début du chlordécone, un médecin, un politicien, un médecin, lors de cette réunion, a annoncé, alors ses amis étaient au gouvernement à l'époque, a annoncé dans cette réunion qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir sur le chlordécone. Ça remonte à une dizaine d'années. Un médecin guadeloupéen. Oui. Donc, c'est pour répondre à votre question. Il était informé ou il a fait exprès? C'était son gouvernement qui était en place. D'accord.
Donc c'est pour répondre directement à votre question. Et là, mais vous comptez justement remobiliser, enfin, ou tenter de mobiliser les politiques, parce qu'en fait, la question aujourd'hui, c'est une question très politique qui se pose là. Au-delà de l'aspect juridique, parce que je rappelle quand même qu'il y a des zones touchées par cette substance où des pêcheurs ou des agriculteurs ne peuvent pas travailler, ne peuvent plus travailler. Les gens qui vivaient de cette agriculture dans les régions du sud Bastère sont impliqués. Ça a un impact sur leur vie quotidienne d'abord, mais aussi sur leur vie économique. Quelles dispositions comptez-vous demander aux institutions, je veux parler aux collectivités majeures par rapport à cette question, parce qu'au-delà de la conférence, au-delà de l'aspect juridique, il y a un aspect purement humain, purement guadeloupéen, purement, je veux dire, matériel aussi sur cette question. Ben, nous avons saisi déjà les parlementaires qui sont restés muets pour la plupart. Mais le meilleur représentant que nous pouvons avoir dans ce combat, c'est le Guadeloupéen. C'est lui qui fera avancer les choses. Ce n'est pas le politique qui fera pour lui, parce qu'il s'agit de sa santé. Oui. Il est responsable et propriétaire de sa santé. Donc c'est à lui d'agir. Et c'est quand il agira que le politique viendra. Mais après. Mais il y va d'abord de son avenir. D'accord. Parce que je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il y a des Guadeloupéens qui nous regardent, qui vous regardent, et qui ont sûrement un parent touché par l'une de ces maladies, une de ces pathologies cancérigènes, prostate ou autre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Tout ce qu'on peut leur dire dans un premier temps, d'abord, déjà qu'il faut que cette maladie soit reconnue. Une fois qu'on aura reconnu que qui de droit aura reconnu qu'il est coupable ou pas de cette maladie, et à ce moment-là, les spécialistes scientifiques de la médecine prendront en charge la succession, puisque chacun reste à sa place. Nous, à Caraïbes Écologie Les Verts, avec SOS Environnement, avec l'UPC et l'URC, nous dénonçons. Là, nous sommes dans une démarche de dénonciation. Oui. Bon, après, une fois que notre démarche sera couronnée de succès, ce que nous souhaitons et ce que nous attendons, ce que nous espérons, et je suis persuadé que nous gagnerons ce combat. Une fois que nous aurons gagné ce combat, il appartiendra maintenant aux hommes de la science, aux scientifiques, aux médecins, aux chercheurs, maintenant, de nous apporter la deuxième solution qui est de comment guérir du chlordécone. D'accord. Je voulais savoir, est-ce qu'on a des exemples similaires aux nôtres de terres contaminées ailleurs dans le monde, qui pourraient se joindre peut-être à notre cause? Écoutez, dans l'histoire, si en 1976, ce produit a été interdit aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont constaté que ça causait problème. Et l'interdiction est un élément suffisamment fort pour constater que d'autres terres ont été contaminées. Et on a eu des recherches peut-être aux États-Unis, peut-être plus évoluées que les nôtres. Je pense que nos recherches suffisent largement. Commençons déjà par chez nous, savoir le tort que ce produit nous procure, et par la suite, on va s'occuper des autres. Mais regardons ce qui se passe d'abord chez nous. On verra ailleurs après. Il y a quelque chose de similaire, mais pas tout à fait, c'est le scandale du sang contaminé. On a pu identifier les responsables qui étaient responsables mais pas coupables, selon la formule consacrée à l'époque. Sous cette question-là, vous comptez, j'ai envie de dire, monter d'un étage supérieur, aller un peu plus haut que ce qui a été fait jusqu'ici? Oui, de toutes les façons. Responsable, pas coupable, c'est encore dans toutes les mémoires. Et il n'est pas interdit de penser qu'on se dirige vers cette conclusion qu'on a entendue dans l'histoire du sang contaminé. Mais je le répète encore une fois, notre démarche est de savoir que ce qui s'est passé ne doit pas se renouveler. Oui. C'est-à-dire
que chaque Guadeloupéen, à partir de maintenant, a le devoir, a l'obligation de se poser une question, qui est celle-là: est-ce que j'ai le droit de savoir ce que je porte dans mon sang? Est-ce que j'ai le droit de savoir ce qui circule dans mon sang? Est-ce que j'ai le droit de savoir les conséquences, les troubles que peuvent me causer le chlordécone? Ça, c'est la question. C'est l'exigence du savoir. Oui, c'est une exigence. Oui. D'accord. Alors, on va rappeler donc la date de cette conférence tout à l'heure, mais je ne sais pas si M. Equinox, vous êtes conseiller municipal, enfin vous êtes adjoint conseiller municipal à la ville de Pointe-à-Pitre. On ne peut pas ne pas vous poser 2-3 petites questions sur la ville de Pointe-à-Pitre, qui est en totale rénovation, des quartiers disparaissent, se font. Comment vous, en tant qu'opposition au maire en place, vous appréciez ce qui se fait à Pointe-à-Pitre? Pointe-à-Pitre qui est l'objet de beaucoup de critiques, cela dit, de la part des résidents. Je ne suis pas en opposition au maire de Pointe-à-Pitre. D'accord. J'appartiens à la minorité de travail. Ah, la minorité, hein, bon, c'est l'euphémisme qui est à la mode maintenant, on est dans la minorité, d'accord. Bon, alors. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne partage pas, ainsi que l'équipe de Caraïbes Écologie Les Verts, nous ne partageons pas totalement la politique mise en place par l'équipe de Jacques Mangou, que je salue ici. Parce que nous constatons qu'il n'y a pas véritablement une politique de développement à Pointe-à-Pitre. Et vous êtes bien placé, comme l'ensemble des Pointois, pour constater que la population pointoise s'en va, déménage, fuit de plus en plus. Il y a une raison à cela? La raison, c'est que l'insécurité frappe Pointe-à-Pitre énormément. Et il y a cette peur qui règne sur la ville, parce qu'on n'a pas su faire les choses. Je ne pense pas que c'est un manque de volonté, mais c'est que, est-ce que l'équipe en place a les éléments nécessaires pour faire? Est-ce que cette équipe en place a la volonté de faire les choses? Parce qu'on a toujours fait dans le rituel, on a toujours fait dans l'habitude, mais les choses ont évolué, les choses ont changé. Maintenant, il faut passer à une autre politique. Et puis, cette population, elle voit évoluer les choses. On a beaucoup investi dans le secondaire. Il fallait penser au principal. Et cette population, elle ne retrouve pas ce qu'elle attend de l'équipe municipale. Elle n'a plus les moyens de faire face aux exigences fiscales. Quand vous dites qu'il n'y en a plus les moyens, ce sont les moyens financiers ou intellectuels? Non, les moyens financiers. Oui. Quand vous prenez un propriétaire pointois qui voit son patrimoine disparaître, il y a quelques années, on prenait plaisir à vivre à Pointe-à-Pitre, on prenait plaisir à investir à Pointe-à-Pitre. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui vous disent: je ne veux pas investir pour gérer des ruines. Et c'est ce qu'on constate. Mais il y a une rénovation qui se fait. J'ai vu des quartiers du côté d'Henri IV disparaître pratiquement. Et il y a de gros travaux qui sont entrepris. De l'autre côté aussi, il y a de la rénovation. Alors, est-ce que c'est insuffisant ou bien est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? On a pris du retard à Pointe-à-Pitre. On a pris beaucoup de retard. Quand vous prenez les villes voisines, on constate qu'on a du retard. Au jour d'aujourd'hui, Pointe-à-Pitre compte autour de 13 000 habitants. Oui. Alors qu'il y a 10 ans, on était à 28 000. On était plus. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque. Et construire pour construire n'est pas suffisant. Il faut savoir attirer une population vers Pointe-à-Pitre. Il faut savoir animer sa ville. Il faut savoir inviter des commerçants à s'installer, à investir dans Pointe-à-Pitre. Les commerçants de la ville ne se retrouvent plus. Et vous savez, depuis quelque temps, il y a 3 rideaux qui se ferment chaque semaine à Pointe-à-Pitre. 3 rideaux. 3 entreprises qui ferment. Carrément. Oui. Donc, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est triste. C'est très triste. Question peut-être ici sur Pointe-à-Pitre, peut-être. Sur Pointe-à-Pitre, je vais revenir rapidement sur le chlordécone. Donc, il y a une pétition que vous faites circuler donc, pour qu'on puisse avoir le droit de savoir si on est contaminé ou pas par le chlordécone.
Si on arrive enfin à avoir ce droit, qu'est-ce que vous attendez? Après, quelles sont les actions qui seront mises en place quand on saura que, je ne sais pas, 10-15% de la population, voire plus, est contaminée ou pas par le chlordécone? Ben, c'est simple. Une fois qu'on saura officiellement de quoi souffre la population guadeloupéenne, il nous appartiendra de nous rapprocher des autorités compétentes afin de voir avec eux quels sont les dispositifs à mettre en place pour remédier à cette situation et pour porter remède aux victimes du chlordécone, tout simplement. Bien. Ben écoutez, Guy Kinox, il va être l'heure de la pub. Je vous demandais simplement de rappeler ce rendez-vous. Mais ce sera un unique rendez-vous. Est-ce que c'est une campagne qui commence ou simplement on fait un petit coup pour les 10 ans et puis après plus rien? Non. Dans un premier temps, puisque nous avons organisé notre démarche autour de la volonté du peuple guadeloupéen. Il est fini l'époque où on fait pour la population. Il faut maintenant que la population décide. Il faut que cette population se prenne en main et d'un commun accord, nous puissions dessiner un parcours sur notre avenir en Guadeloupe, l'avenir de nos enfants, et savoir quelles sont les dispositions que nous comptons prendre, mais tout cela en concours avec la population. Donc rendez-vous demain. Donc rendez-vous demain, 18h30, à Rimini-Souta, à Pointe-à-Pitre. On vous attend. Et si on veut signer la pétition aussi, le droit de savoir, très important aussi, j'imagine. Alors, si on veut signer la pétition, demain soir, la pétition sera à disposition à Rimini-Souta. Et puis, samedi prochain, dans les rues de l'ensemble de la Guadeloupe, vous pourrez vous procurer cette pétition et la signer. Et également, sur les différents réseaux sociaux, nous mettons à disposition ce document pour que vous puissiez participer et puis faire savoir votre volonté de lever de moi et de dire, moi aussi, on veut savoir quand on y a ça moins parce que ni trop longtemps, ça va durer. On compte sur vous. Juste une dernière question qui n'a rien à voir, mais je vous la pose quand même. Vous avez Caraïbes Écologie l'hiver, prévoit quelque chose aussi pour les sargasses? On travaille dessus, ça fait quelque temps d'ailleurs, on a sollicité les parlementaires et vous faites bien de poser la question. D'ailleurs, on a été les premiers à ne pas s'emporter. Puisqu'on a dit on peut trouver une démarche favorable pour les sargasses. Et puis vous voyez, au jour d'aujourd'hui, l'idée qu'avait développée Caraïbes Écologie Les Verts fait son petit chemin. Bien, voilà. Merci Guy Kinox. Rendez-vous donc demain à Rimini-Souta pour cette conférence. Il va être 13h, l'heure de la première page de pub de ce ZCL. On prend mot et puis on se retrouve tout à l'heure avec Jessie pour la suite du journal. Il est 13h et on reprend avec le développement de l'actualité. Guadeloupe Port Caraïbes organisait ce matin une conférence de presse en son siège à Pointe-à-Pitre. Il était question pour le grand port maritime de présenter les chiffres de l'activité 2015. Il a atteint son deuxième meilleur bilan depuis sa création en termes de trafic de conteneurs et l'activité de croisière a permis de franchir le million de passagers. C'était également l'occasion de faire le point sur les derniers travaux de dragage de Guadeloupe Port Caraïbes. Les navires de 2800 conteneurs peuvent désormais faire escale au terminal de Jarry, un levier de croissance qui ouvre des opportunités d'approvisionnement et d'exportation pour les entreprises de Guadeloupe. Reportage tout de suite avec Jeff Taylor. Bonne année, clairement 2015 est une année de reconquête avec 3 600 000 tonnes au port de Guadeloupe, 1 100 000 passagers, c'est la deuxième meilleure année du port pour les marchandises et même le record pour les conteneurs en transbordement avec 62 000 conteneurs en transbordement en 2015, c'est le record du port. Sur 2015 c'était clairement une année difficile sur laquelle on n'aurait pas de véritable augmentation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que nos clients, nos opérateurs nous aient fait confiance tout au long de l'année. C'était pas évident, être en travaux et en même temps développer l'activité. Moi je leur tire mon chapeau, c'est vraiment le signe d'une motivation très ancrée et de très bon augure pour 2016. En matière de croisière, 2015 est vraiment une bonne année, hein.
33% d'augmentation du nombre de passagers. Donc ça, c'est pour les données chiffrées. C'est des navires plus grands, c'est aussi la confirmation, la validation de notre nouveau chenal. Donc ça, ce sont des choses très, très positives. Malheureusement, c'est aussi une année de plafonnement parce qu'on a eu une croissance exceptionnelle de 400% sur les 5 dernières années. Et donc on arrive un peu au bout de ce qui est capable de faire Pointe-à-Pitre en matière de croisière. On est obligé d'accélérer nos plans pour continuer à aller de l'avant. Alors d'abord, ce sera au plan qualitatif avec des navires de plus haut de gamme et le même nombre de passagers. Et puis ensuite, il faudra être capable de dépasser ce plafond et d'accueillir un plus grand nombre de passagers, mais on en reparlera dans quelques mois. Depuis le 1er janvier 2015, la loi de finances prévoit de nouvelles modalités de taxation qui touchent l'ensemble des hébergeurs touristiques, y compris la location ponctuelle. Ces nouvelles dispositions incitent les collectivités territoriales à mettre à jour leurs fichiers pour mieux collecter la taxe de séjour. Une taxe de séjour qui pose problème parce qu'elle est calculée donc sur un mode de calcul par forfait. Les acteurs économiques sont contre cette taxe de séjour calculée donc au forfait. Selon eux, cette taxe est surévaluée par rapport au réel collecté. Nous avons interviewé à ce sujet Nicolas Vion, président du groupement hôtelier et touristique guadeloupéen. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. Qui oppose les hôteliers et la commune et les gîtes et la commune, c'est que d'une part, la commune appelle depuis des années la taxe de séjour au forfait et un forfait surévalué par rapport au réel collecté auprès des clients. Or, il y a un principe fiscal qui est que le forfait doit toujours être plus avantageux pour le contribuable que le réel. Hein. Et d'ailleurs, dans votre déclaration d'impôt, à l'IR, l'impôt sur le revenu, eh bien, les frais professionnels sont comptés au forfait, mais si vous le préférez, vous pouvez choisir le réel. Nous, le forfait que lève pour cet hôtel la commune, depuis des années, est excessif de 35% par rapport au réel que nous collectons. Et pour donner un exemple, chaque année, on nous appelle près de 24 000 € quand nous ne collectons que de l'ordre de 15 à 16 000. Hein. Donc chaque année, il y a un différentiel. La commune a choisi la taxation maximale de la fourchette, qui fait que même les hôteliers ont pratiquement leur taxe de séjour doublée. Et deuxièmement, que la commune considère que nous avons 2 personnes par chambre toute l'année, ne tenant même pas compte de la haute saison et de la basse saison, et qu'elle applique après un abattement de 40%, ce qui revient à dire que nous aurions tous 60% de taux de remplissage sur l'ensemble de l'année, ce qui est loin d'être le cas, tout particulièrement pour les gîtes. Depuis des années, nous demandons à rencontrer la commune sur beaucoup de problèmes, comme par exemple le tri des ordures ménagères, le tri sélectif, les coupures d'eau, etc. Mais la commune nous néglige nos demandes. Je n'ose pas dire elle nous méprise, elle néglige nos demandes, elle n'y répond pas. Et d'ailleurs, nous n'écrivons plus à la commune puisqu'elle ne répond jamais. Maintenant, quand on lui écrit, on va porter en mairie la lettre, on fait tamponner un double avec la date et heure et le nom de la personne qui reçoit notre courrier, mais on n'a jamais de réponse. Ce week-end était placé sous le signe de l'amour, mais pas seulement, Danick, non. C'était également la 2e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris. Porté par notre grande cuisinière Babette Desrosières, ce salon a débuté vendredi et se termine aujourd'hui au Paris Event Center. Cette année, l'événement se déroule sur 4 jours avec 3000 m² supplémentaires pour une plus grande ouverture sur le tourisme. Les images tout de suite avec notre correspondant Maurice Cessé. La réaction, elle est visible. On n'a plus rien à ajouter quand on voit le monde qu'il y a. On se demande pourquoi ce salon n'existait pas depuis longtemps. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire avant. Et ça fait la 2e édition. Je peux vous dire, ce n'est pas facile de créer, de fonder un salon comme celui-ci. Mais maintenant, avec la récompense que j'ai de voir tous mes ultramarins autour de moi, qui veulent me porter, mais vraiment me prendre dans leurs bras, je me dis, Babette, tu as bien fait. Au moins, c'est une reconnaissance. Et j'espère que dans l'Hexagone, on aura cette même reconnaissance pour nos ultramarins. On va pouvoir enfin reconnaître qu'ils existent. On va pouvoir enfin savoir qu'ils ont une culture qui n'est pas tout à fait une culture française, mais qui est une culture ultramarine. On est région de France, on travaille autrement, on mange autrement, on vit autrement, on a une autre culture, mais néanmoins, cette culture-là est très valorisante pour la France. Et c'est ça.
montrer que nous avons du talent, montrer que les ultramarins existent, pas uniquement pendant les élections. Ils existent tout le temps, ils sont là, ils font partie de la France. Il faut mieux les considérer, il faut leur donner un toit. Et ce toit, je leur ai donné, c'est Paris Event Center, et ça va être chaque année au même endroit, à la même période. Et plus ça va, plus je suis fier d'eux, parce que tous les ans, ils vont me montrer qu'ils savent faire les choses. Ils transforment les choses. Il y a des restaurateurs, des transformateurs, des producteurs. Moi-même, je suis étonnée par les productions qu'ils font. Ils sont motivés, ils ont la niaque et ils veulent qu'on les reconnaisse en tant que tels. Merci à vous. L'année prochaine, le même mois de février, au même endroit, et ça va être toujours Sagesse d'Homme. Seulement, il y a une chose que je dirais à mes compatriotes. Il faut réserver très vite parce que j'ai déjà des demandes en attente pour le mois de février 2017. Donc, il faut réserver très vite. À la dernière minute, je ne peux plus prendre de personnes et je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu avoir cette année de stand. Donc, dès l'instant que le mois de mars arrive, il faut commencer à envoyer, bloquer vos stands, envoyer vos bons de participation, nous appeler. Et là, comme ça, vous aurez un service impeccable. Je vais vous chouchouter, vous bichonner. Et il faut qu'on garde ça, il faut qu'on garde ce trésor que nous avons, ce trésor ultramarin, parce que c'est nous, ce salon c'est le vote, c'est pour vous que j'ai fait ce salon. Alors il faut le chouchouter, le bichonner, le faire vivre. Et si vous m'aidez, si vous êtes à mes côtés, ce salon vivra, ce salon sera pérenne et vous serez très fiers de dire un jour, eh bien nous sommes tous ultramarins réunis sur le même toit grâce à Babette. Il est 13h10, on poursuit avec le développement de l'actualité. Vendredi dernier, à l'Université des Antilles et de la Guyane, c'était la rentrée pour les étudiants en préparation au concours des instituts régionaux d'administration, donc c'est l'IRA. C'est la première fois que cette formation est mise en place à l'université, une préparation qui permettra aux futurs cadres d'intégrer cet institut de haut niveau. Nous avons rencontré le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques de la Guadeloupe, Jean-Gabriel Motomban, et Saint-Croix-Rosuel, responsable pédagogique. Reportage tout de suite avec Charlie Dagonia. Nous allons mettre en place pour la première fois une préparation IRA. L'IRA, c'est un institut de haut niveau qui forme les futurs cadres. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous voulons avoir des étudiants très motivés, très formés. Et donc, cette formation va durer pendant pratiquement un an, c'est-à-dire de février 2016 à décembre 2016, sachant que le prochain concours de l'IRA aura lieu en février 2017. Donc, en fait, nous donnons pratiquement un an pour que les candidats soient du niveau pour passer le concours en février 2016. Il y a trois types de concours en fait. Le concours externe, donc cela se comprend facilement. Concours interne où il faut une certaine condition, 4 ans service public. Et ce qu'on appelle, je crois, le troisième concours, eh bien là il faut 5 ans, comme dans le privé, ou les élus locaux. Donc il faut penser au moins à avoir une licence. Mais en interne, ce n'est pas nécessaire. Lorsqu'on regarde le rôle d'une université dans une région, on ne peut pas concevoir celui-ci sans l'apport de cette université. Et quand on regarde même de façon superficielle le nombre de licenciés que nous avons sur le territoire de la Guadeloupe, on peut se demander pourquoi a-t-on pris autant de temps pour préparer ces étudiants qui sont de très bonne qualité, de très grande valeur, par exemple aux instituts de préparation de l'administration. Chaque année, il y a 700 étudiants qui réussissent pour entrer aux IRA. On peut devenir sous-préfet, on peut être cadre de catégorie A. Donc lorsqu'on voit normalement tout ce panel de possibilités, on se dit en fait que c'est très bien d'avoir choisi cela. Et je dois le dire ici sans faire mes propos, ce n'est qu'un début, puisque ce spectre sera élargi, parce que notre intention ferme, c'est de pouvoir créer l'IPAG à partir de l'année prochaine. Donc ça représente beaucoup pour nous, pour notre jeunesse et pour le développement du pays dans lequel nous nous trouvons. On va préparer les candidats avec toutes les matières qui sont dispensées à Paris. C'est-à-dire, on va faire de la méthodologie de la note de synthèse, on va faire aussi du droit public, du droit constitutionnel, des finances publiques. Donc en fait, ce sont toutes ces matières-là qui sont demandées à Paris et que nous allons dispenser ici à travers cette formation. Donc en fait, nos candidats seront aussi bien formés qu'ils étaient que les candidats qui sont à Paris.
Et enfin, plusieurs îles de la Caraïbe sont en alerte de sécheresse jusqu'en mars 2016. Cette alerte de sécheresse immédiate a été lancée par l'Institut de météorologie et d'hydrologie Caraïbes. 2015 était l'année la plus sèche jamais enregistrée pour la Caraïbe et la situation devrait être similaire en 2016. L'année dernière, de nombreux pays ont dû faire face à des pénuries d'eau. L'alerte a été donnée donc pour Antigua, Barbade, la Dominique, le nord de la Guyane, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobago et le nord du Suriname. Il est 13h14 et c'est malheureusement la fin de notre journal. Danick, ça a été plus court. Ben oui, parce qu'on n'a pas eu notre chronique. On n'a pas eu notre chronique de business, l'entreprise mode d'emploi avec Catherine Gustave qu'on recevra probablement lundi prochain, puisque ça fait quelques semaines qu'on n'a pas vu et on l'attend avec impatience. Et puis aussi notre décrypteur habituel des problèmes économiques et agricoles a eu un incident, n'a pas pu être avec nous non plus ce midi. On a accumulé les défections, mais ne vous inquiétez pas, demain tout rentrera dans l'ordre et lundi prochain on aura tout le monde, Rosan Mounien et probablement Catherine Gustave. Voilà, il est 13h et... Il est 13h15 minutes. 15 minutes, on a le temps de prendre le petit déjeuner. On allait manger un peu plus tôt. Pas à 13h15 quand même. On prendra au moins le dessert, c'est ça? Oui, au moins. On prendra le dessert. Bon, sinon on se retrouve demain quand même. On se retrouve demain et si vous nous avez donc loupé aujourd'hui, vous pouvez aller donc sur le www.zcl.tv. Vous savez tout. Eh bien sûr. Bien sûr. Merci à tous et la réalisation c'était Zébris. Zébris, oui. Zébris. Zébris tout seul. Zébris, oui, tout seul. Zébris. Et on se quitte, on se retrouve demain avec Zébris, justement.